J'ai pas le son. 1, 2. 1, 2. Allez. Prenez place, s'il vous plaît. On va commencer notre cycle de conférences. On est ensemble. Alors pour ceux qui seront les plus fidèles d'entre vous, on est ensemble jusqu'à vendredi soir. Je crois qu'il y a 18 conférences en tout, donc c'est un peu un marathon, mais j'espère en tout cas que vous apprendrez des choses, vous pourrez échanger et partager des idées sur ce tourisme d'aujourd'hui et de demain. Alors justement, en parlant de tourisme de demain, on a voulu inaugurer, je dirais, ces conférences d'IFTM Top Presa en essayant de parler d'avenir. C'est pour ça qu'on a intitulé ce forum cet après-midi « Forum d'avenir ». Et on va traiter de développement durable pour la première conférence et ensuite de tourisme spatial jusqu'à environ 16h45, 17h. Là, on est ensemble donc pendant 3/4 d'heure, 1 heure, selon peut-être vos questions. Vous n'êtes pas encore nombreux, j'espère que la salle va se remplir petit à petit. En tout cas, bravo aux courageux qui sont là. Malheureusement, le développement durable, le tourisme durable n'attire pas les foules. C'est un malheureux constat que l'on fait d'année en année. Mais enfin bon, on va justement essayer d'en parler sous un autre angle, puisqu'on a choisi cette année de ne pas aborder le développement durable, le tourisme durable sous l'angle de l'éthique, mais plutôt sous l'angle de l'économie. Et de se demander en fait si justement ce développement durable ne pourrait pas être un levier d'économie, une source de croissance aussi pour certaines sociétés ou pour certains pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, trop souvent, certaines sociétés considèrent que le développement durable, le tourisme durable ne serait que de la communication et qu'une contrainte supplémentaire pour l'entreprise. On va essayer de voir ensemble pendant ces 3/4 d'heure, 1 heure, si au contraire, ça peut être ce fameux levier d'économie dont je parlais. Alors pour en discuter avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche Guillaume Cromer, qui est le directeur d'ID Tourisme, qui est un des grands spécialistes du tourisme durable en France. Et il est aussi le représentant de Travel Life. On en parlera pendant cette conférence. Travel Life ne prend qu'un L et non pas 2 L comme il est indiqué peut-être aussi à l'écran. On a le plaisir aussi d'accueillir Richard Soubiel, qui est le vice-président du SNAV, Syndicat national des agences de voyage, et avec qui nous ferons un point sur la vision justement institutionnelle de ce tourisme durable. Et puis enfin, Serge Laurence, qui est le directeur marketing du groupe Transat France. Transat étant l'un des plus gros groupes de tourisme au monde, évidemment canadien d'origine. Et on va d'ailleurs commencer avec lui, avec Serge, tout de suite, parce que Transat France est l'une des rares entreprises dans le tourisme en France à avoir initié véritablement un projet de développement durable à l'intérieur de l'entreprise. Alors évidemment, ça entre dans un cadre plus global de ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale. Serge, la première question est toute simple. Depuis combien de temps vous avez initié cette démarche ? Alors je crois que ce qui est important de noter, c'est que la démarche d'entreprise responsable pour un tourisme durable et responsable fait partie de l'ADN de Transat. Oui. À titre d'exemple, les gens qui le portent à l'interne. Donc il y a encore quelques jours à Montréal, le siège du groupe, il y avait ce qu'on appelle chez nous le CREU, c'est le comité responsabilité d'entreprise qui est présidé par Jean-Marc Eustache, avec les top managers du groupe. Et en France, c'est Patrice Karadec qui préside ce creux. Donc c'est pour montrer que la démarche de tourisme responsable fait partie intégrante de la stratégie générale de Transat France, parce qu'effectivement, on pense que c'est une composante essentielle du tourisme d'aujourd'hui et de demain, et qu'en tant qu'entreprise qui s'inscrit dans la durée, on doit être un acteur, et pas simplement un suiveur, d'un développement harmonieux, que ce soit pour nos salariés en France, que ce soit pour nos partenaires à l'étranger, que ce soit pour nos consommateurs avec qui on doit avoir une démarche d'éducation, de respect des cultures, de respect, des comportements. Et donc aujourd'hui, l'ambition de Transat est de devenir le premier grand voyagiste
qui fait de ce tourisme durable une épine dorsale de sa stratégie générale. Et donc ça, c'est important déjà. Un premier point, c'est de se dire qu'une telle démarche ne peut pas se faire sans l'implication du top management. Et là, très clairement, dans le groupe Transat, jusqu'au président, tout le monde est impliqué dans cette démarche-là. Le président préside le Creux. On est aussi un des seuls groupes à avoir en France une directrice qui est totalement dédiée à l'activité du tourisme responsable et durable, qui est dans la salle d'ailleurs, que je salue. Et son job, c'est de porter ce message tout au long de l'année auprès des collaborateurs. Ensuite, on a une démarche qui a été amorcée en 2008 et qui est structurée. Donc autour de Dolores, on a constitué une équipe avec 15... alors je ne sais plus le terme générique, mais ce sont des ambassadeurs ou des référents tourisme durable qui comportent l'ensemble des métiers du groupe et dont la vocation est, à l'intérieur de leurs activités respectives, de porter la parole et d'avoir des actions concrètes, tangibles, mesurables sur le tourisme durable. Ensuite, ce sont aussi des actions concrètes qui montrent aux salariés que ce ne sont pas que des mots. Là, encore une fois, bien souvent, l'anecdotique nourrit le général. Donc, par exemple, chez Vacances Transat, chez Transat, on a des démarches qui poussent les collaborateurs à s'impliquer dans la vie sociale de l'entreprise, en l'occurrence à Ivry. On a des actions de solidarité avec Emmaüs, par exemple. Et à titre personnel, j'ai fait une journée de bénévolat où on a rénové la salle de réfectoire d'Emmaüs à Ivry. On a des gens qui partent en congé solidaire. J'ai une collaboratrice qui rentre de 6 semaines en Madagascar, qui est chargée marketing, qui est partie pendant 6 semaines, en plus de ses vacances, faire une démarche de congé solidaire avec l'accompagnement de l'entreprise. On a aussi, en 2008, pris des mesures très concrètes sur des gestes quotidiens qui concernent l'économie de papier, le comportement par rapport à l'énergie, les actions, humanitaires par rapport à des associations, des implications sur des causes. Donc aujourd'hui, de manière très tangible, il y a des actions concrètes qui démontrent par la preuve l'implication de Transat dans le tourisme durable. Alors ça, c'est intéressant. Là, vous venez de parler, d'évoquer justement le phénomène économique en disant par l'économie de papier, par l'économie d'énergie, on fait, et on est dans une période de crise aujourd'hui, on le sait. Donc là, le développement durable génère très clairement des économies pour l'entreprise. Ça, c'est quelque chose que vous êtes arrivé à quantifier ou pas encore ? Si. Donc, comme je vous disais, depuis 2008, il y a des actions concrètes sur des éléments tangibles. D'abord, avant de faire des économies, il y a aussi une notion d'engagement. C'est-à-dire que l'entreprise demande à ses collaborateurs de s'engager, donc dégage du temps sur ses process. Et donc, effectivement, cet engagement induit des économies très concrètes. Je prendrai sur le papier, par exemple. Oui. En 4 ans, l'entreprise Transat en France a économisé de 21% ses coûts de papier. Oui. Donc, j'ai pris des notes sur les fournitures postales. Là, pareil, on a réduit nos coûts de 10%. Sur les encres tonnerres, moins de 30% en 2 ans. Autre élément tangible, l'électricité. Donc, on a demandé des comportements vertueux, éteindre les portables quand on s'en va, des capteurs de présence pour couper l'électricité. On a diminué de 6% notre facture d'électricité au siège en 2 ans. Sur l'eau, moins 22% en 2 ans. Nous sommes un groupe transatlantique, donc là aussi, mise en place de démarches de vidéoconférence. Et donc là aussi, la diminution du coût de transport et donc d'émissions en effet en CO2 des déplacements des collaborateurs. Donc tout ceci, ce sont des éléments tangibles, concrets depuis 2008 qu'a mesuré l'entreprise, où l'économique rejoint, je dirais, le comportement durable et responsable. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est facile d'impliquer les collaborateurs dans une telle démarche ou pas ? C'est pas facile. C'est pour ça que le président de Transat France préside le comité de responsabilité d'entreprise de Transat. C'est pour ça qu'on a mis en place une équipe de référents qui, tous les jours, porte la parole, a des missions très concrètes à diffuser dans les métiers. Et je dirais que la crédibilité s'appuie sur une démonstration par la preuve. Au-delà de belles paroles un peu conceptuelles, quand les collaborateurs s'aperçoivent que le comportement écologique a des répercussions économiques sur l'activité de la société, ils le voient. Quand ils s'aperçoivent qu'on peut partir en congé solidaire, ils en parlent, et ça fait effet boule de neige. Quand ils s'aperçoivent que l'entreprise propose à ses collaborateurs de prendre une journée de travail financée par l'entreprise pour aller aider en France, à Ivry ou à Paris,
des démarches, comment dirais-je, à caractère social, ben, ils le voient de manière très tangible. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est la preuve, c'est des petites actions successives qui font que la crédibilité s'installe. Oui. Et justement, pour aller plus loin, on a souhaité se donner une ambition forte qui était en fait de sanctionner ou de célébrer plutôt cette démarche responsable par une démarche de certification dont on parlera peut-être ensemble tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors Guillaume Cromer, justement, ça c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. Hein. On vient d'entendre qu'il y a une entreprise en France, une entreprise majeure du tourisme en France, qui a engagé cette démarche-là, qui ne concerne pas seulement ses produits, hein, mais qui concerne véritablement toute l'entreprise jusqu'aux collaborateurs. Est-ce que ce type d'initiative, Guillaume, vous qui connaissez bien le secteur, est aujourd'hui relativement marginal, j'imagine, dans le monde du tourisme? Est-ce que ça marche, le micro? Ah. Donc c'est clair que la démarche qu'a mis en place Transat France sur la question du développement durable est vraiment intéressante et assez atypique en France. Oui. Ce qu'ils ont bien compris par rapport à d'autres opérateurs, c'est qu'ils ont décidé d'intégrer la démarche de développement durable directement dans la stratégie. Oui. Ce n'est pas simplement une offre parallèle un petit peu verte, oui, c'est réellement de l'intégrer au cœur de la stratégie d'entreprise. Et où on ne va pas intégrer uniquement la question du produit, mais on va intégrer l'ensemble des enjeux et l'ensemble des parties prenantes. Ça veut dire que là, on l'a bien parlé, on a parlé des salariés, on a parlé aussi indirectement de l'environnement, qui est une partie prenante importante, on a parlé des communautés locales autour du siège social à Ivry. Donc on a vraiment intégré ce qu'on appelle aujourd'hui les enjeux du développement durable appliqués à une entreprise. Que ce soit du tourisme ou d'autres choses, c'est pareil, c'est simplement que là, ils ont intégré la stratégie de développement durable au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est relativement rare en France. On a quelques entreprises qui l'ont mené. Ceux qui sont aujourd'hui certifiés sur ATR, Agir pour un tourisme responsable, comme Voyageurs du Monde par exemple, ont eu aussi cette volonté et aussi une volonté des dirigeants de s'impliquer là-dessus. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que Cathy Bou, qui devait venir ex-Thomas Cook, avait fait aussi un énorme travail en interne pour travailler justement sur cette question de la réduction des charges. La stratégie aujourd'hui, si on regarde des grands groupes comme Thomas Cook ou TUI France, on n'a plus aujourd'hui de référent développement durable, responsabilité sociétale dans l'entreprise. Donc ils ont un peu arrêté d'intégrer cette question du développement durable au cœur de la stratégie de l'entreprise. On voit que ces entreprises aujourd'hui, ce n'est pas non plus extraordinaire. Est-ce qu'il y a un lien? En tout cas, moi, je suis persuadé au fond de moi qu'intégrer le développement durable au cœur d'une stratégie, ça permet réellement de se poser les bonnes questions, à la fois sur l'impact global de la société, mais aussi de l'impact sur nos collaborateurs, sur nos actionnaires, avec nos clients. Et en fait, c'est beaucoup de logique, mais derrière, ça peut aussi nous apporter des vrais retours sur investissement. Et là, on parle de quelque chose qui doit parler normalement à des chefs d'entreprise. Oui, c'est sonnant et trébuchant quand même. On parle du ROI. Oui, voilà, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'on a là devant nous une entreprise qui va de l'avant. Là, vous êtes en train de nous dire, oui, il y avait Cathy Bou, en effet, qui devait participer, qui malheureusement a été retenue au Congo, donc elle n'a pas pu être parmi nous. Elle avait fait un travail assez remarquable chez Thomas Cook. Là aussi, c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros d'économisés chaque année. Et malgré tout, vous dites que l'entreprise est revenue en arrière et malheureusement, le projet n'est plus porté aujourd'hui par personne. C'est ça qui est très étonnant, c'est que quand on regarde le travail qu'elle a réalisé au niveau de Thomas Cook France, elle a présenté les chiffres, elle a réussi à faire économiser à l'entreprise 600 000 euros sur 2 ans. 600 000 euros sur 2 ans. 600 000 euros sur 2 ans. Quand on connaît les résultats de Thomas Cook, on peut se dire... 600 000 euros qui seraient qui seraient forcément les bienvenus. Et dans la continuité aussi. Oui, tout à fait. Donc elle m'a présenté, elle m'a envoyé les chiffres pour que je les présente. Et donc, clairement, mais c'est des actions simples, mais vraiment, dans les 280 agences de voyage et le siège social de Thomas Cook, tout simplement, il y a eu un travail pour remplacer les lumières et mettre des LED et optimiser les lumières. Ce qui a permis d'économiser sur 2 ans, et là on a eu les chiffres 2014, 400 000 euros.
Ouais, c'est colossal. C'est colossal. Colossal. C'est colossal. Derrière, il y a eu un travail de changer la flotte automobile des commerciaux. Ouais. On est passé de véhicules 7 chevaux à véhicules 4 chevaux. Ça permet d'économiser plus de 120 000 euros. Derrière, il y a tout un travail autour de ça. On a parlé de la dématérialisation, d'optimiser les brochures, parce qu'on le voit en fin de saison, combien de brochures il nous reste sur les bras, dans le salon ici, on ne parle pas. Ce qui a permis également de réduire jusqu'à 41 000 euros. Parce que derrière, ils ont aussi matérialisé les guides vendeurs. Oui, Tous ces travaux-là, toutes ces actions ont vraiment permis d'améliorer au final la performance économique de l'entreprise. Et l'ensemble de ces travaux, il y a également des choses assez intéressantes sur la question. Ils ont fait une action ils ont décidé de décentraliser les plaintes des clients. On parle de le développement durable, c'est pas que les petits oiseaux, la biodiversité, c'est aussi le bien-être et le fait que le client soit heureux. Sur les plaintes des clients, ils ont décidé de décentraliser et de remettre ça sur les agences. Le coût des plaintes a été réduit de 70%. Et le temps pour résoudre les plaintes est passé de 90 jours à une vingtaine de jours. Et tout ça fait que derrière, ça permet aussi d'avoir une meilleure relation avec nos clients. bien sûr. Et derrière, de les fidéliser et de les garder. Et on sait en temps actuel que c'est important de fidéliser les clients. Ouais, Donc ouais. toutes ces actions-là, on les oublie un peu parce que limite on se dit mais c'est pas du développement durable, là, c'est du b.a.-ba de business. Oui, mais le développement durable, c'est du b.a.-ba de business, Ouais. tout simplement. Et alors même ce discours-là, qui est quand même un discours très concret, très chiffré, très quantifiable, même ce discours-là a du mal à passer aujourd'hui auprès des patrons du tourisme. On a des vrais stéréotypes aujourd'hui sur cette notion de développement durable. Oui. Limite, il ne faudrait pas qu'on l'appelle développement durable, on l'aurait appelé, on aurait enlevé le mot développement durable, à mon avis, sur le titre de la conférence. Totalement. On aurait juste dit, venez faire des économies en temps de crise sur vos boîtes. On aurait peut-être eu Exactement. beaucoup plus Ouais, de chefs d'entreprise intéressés. Oui, Parce oui, que tout à fait. Mais c'est une vraie logique aujourd'hui de faire comprendre que derrière ce mot développement durable, il y a une vraie logique d'entreprise et à la fois réduction des charges, satisfaction du client et derrière, bien sûr, cette satisfaction sociétale, aussi parce qu'on va faire attention à mettre des actions par rapport à notre planète, par rapport à notre gouvernance sur notre territoire d'implantation, à la fois sur les voyages, à la fois sur notre siège social. Mais tout ça est une logique aujourd'hui d'entreprise. Ce n'est pas une logique d'écolo Voilà, pure et dure, tout à fait. clairement. Ouais. Alors Richard, vous êtes, je le rappelle, vice-président du SNAF, qui est un syndicat patronal. Donc vous rassemblez plusieurs centaines de patrons dans votre syndicat. Ce type de discours, qui est encore une fois un discours très concret, pourquoi les patrons, au sein de votre organisation, ne l'entendent pas davantage, selon vous? Il ne faut pas faire le... Ah, si, ça y est, c'est bon. Ne faisons pas la question et la réponse en même temps. D'abord, je rappelle que le SNAV, très en amont, a pris ses initiatives il y a quelques années et a été dans les institutions patronales tout à fait en phase avec le phénomène de conscientisation civique de ce qui est mis en pratique aujourd'hui. Donc il y a eu une commission qui a travaillé et qui a édité un guide de bonne conduite, ça s'appelait le Petit Livre Vert, qui a été distribué à l'ensemble de ses adhérents, dont nous supposons qu'il s'inspire au quotidien. Puis, comme dans tout corporatisme, il faut écouter le silence, souvent. Ce n'est pas parce que les gens ne s'expriment pas qu'ils ne font pas. Ils l'ont peut-être intégré et ils le mettent en valeur au sein de leurs petites unités. Je rappelle que la grande majorité des entreprises sont des TPE, de toutes petites entreprises de 3 ou 5 personnes et qui n'ont pas les moyens de transformer leur action et leur civisme en communication. Ce que je remarque dans les grands groupes, c'est que globalement, c'est plus facile de faire un projet d'entreprise qui mobilise l'ensemble des salariés sur des actions civiques. On voit ça au Japon. Et les gens descendent dans la rue, nettoyer leur quartier, faire des tas de travaux d'utilité publique au nom et au bénéfice de l'entreprise. C'est la même chose. Le vrai débat aujourd'hui, c'était de savoir, en tant qu'institutionnel, sans parler d'éthique, si globalement on se servait
de ces actions pour les transformer en communication marketing valorisante pour l'entreprise et attirer à soi de nouveaux clients sensibilisés par le greenwashing correct ou politiquement correct, ou si vraiment c'était une attitude. Alors là-dessus, je pense que nous sommes très heureux de voir qu'à l'intérieur du SNAV et de ses adhérents, il y a de plus en plus de gens qui prennent, au travers d'associations, au travers des initiatives dans ce sens, avec des effets directs qui viennent nous être énoncés sur les économies. Mais il y a l'autre aspect aussi qui n'est pas négligeable, c'est dans la distribution de ces produits au plan national, comment cette tendance peut être traduite économiquement au sein de l'activité quotidienne. Oui. Alors, les producteurs ont déjà trouvé à peu près leur fil rouge en disant bon, on le fait dans certaines conditions, en respect de la charte, et on débouche sur des produits qui ont été aménagés. Mais l'autre souci, c'est au niveau du distributeur. Aujourd'hui, d'après tout ce que je lis et que je vois, je dis que vendre du tourisme durable et équitable, c'est vendre un produit qui n'est pas si facile que ça. Parce qu'il y a un réel danger de rupture, de cohérence entre celui qui le recherche et qui veut l'acheter parce qu'il est convaincu des valeurs qu'il transmet ou qu'il porte, et celui qui le vend qui ne sait pas l'argumenter. Donc aujourd'hui, notre grand travail, et nous sommes en train de laisser, pour le moment, cette commission dans les mains du CETO, qui a signé d'ailleurs, et notre ami nous en parlera mieux que moi, avec Travel Life, oui, on en reparlera. Ouais, pour pouvoir faire quelque chose de bien senti au niveau de la production. Mais pour être très rapide, dans la distribution, il faut que l'agent de voyage, le professionnel, le vendeur puisse répondre à des questions rapides vis-à-vis de celui qui vient. Bon, votre prix, le prix juste, pouvez-vous m'expliquer à quoi servira mon argent et comment il sera redistribué? Est-ce que l'élément humain est pris en compte? Est-ce que les gens que vous utilisez, notamment pour l'encadrement, ce sont des gens qui vont voyager avec nous et qui vont pouvoir nous ouvrir les yeux sur un certain nombre de réalités du pays? Est-ce que quand vous faites ça, le développement local est vraiment pris en compte? Est-ce que les retombées sont directement affectées au pays? Est-ce que les activités qu'on va nous proposer sont de nature à nous convaincre que nous avons fait un bon choix? Est-ce que l'empreinte écologique comme on parle, est minimale ou pas? Parce que c'est légitime, on veut acheter des produits qui correspondent à cette philosophie. On a la possibilité de le faire par soi-même, on a la possibilité de le faire en groupe avec les moyens modernes, hein, mais on a aussi la possibilité de se confier ou de confier l'organisation de son voyage ou le choix ou la sélection de son voyage à un professionnel. Il faut que ce professionnel soit en mesure de répondre à ces questions. Au même titre que s'il vend de l'alpinisme, du canoë-kayak, de la pêche ou de la chasse. Donc il faut qu'il s'approprie un peu toutes ces vertus cardinales, qu'il étudie en amont qui et comment, et qu'ensuite il soit capable de restituer un langage juste, honnête et transparent, parce que je pense que dans cette relation sensible du tourisme durable et équitable, c'est avant tout une question d'honnêteté, et en tout cas d'honnêteté intellectuelle. Quant au reste, on le connaît. La charité, on n'a pas besoin d'en faire état, hein, c'est quelque chose qu'on porte en soi, et quand on le fait, on n'a pas besoin de l'étaler au grand jour pour dire que ça va servir à quelque chose d'autre. Alors Guillaume, j'aimerais revenir avec vous sur cette notion d'économie que peut générer le développement durable. Il y a peut-être en effet aujourd'hui en tout cas un label, comment on appelle ça, Travel Life, ou un référent qui peut-être accélérer les choses. Mais encore faut-il savoir ce que c'est. Parce que c'est vrai que dans le développement durable, on a pris l'habitude de multiplier un peu les labels. On ne sait plus trop où on en est aujourd'hui. Vous êtes le représentant en France de Travel Life, et on en reparlera d'ailleurs avec Serge. Travel Life, c'est quoi exactement aujourd'hui? Alors comme l'a dit Serge, quand il y a une volonté en fait d'intégrer le développement durable dans la stratégie de l'entreprise, oui. Derrière, Travel Life va être le cadre et les outils qui vont permettre de les accompagner pour toujours améliorer ces enjeux-là et ces impacts sur le développement durable. Concrètement, Travel Life, c'est un programme européen, donc soutenu par l'Union européenne, qui a été lancé à la fois aux Pays-Bas et en Angleterre, et qui a permis de créer
deux programmes, l'un sur les hôtels, Travel Life Hotel, Ouais. et l'autre sur les tours opérateurs et les agences de voyage, Travel Life Tour Opérateurs et agences de voyage, qui est là beaucoup plus sur une vision de stratégie et de responsabilité sociétale de l'entreprise. Moi, en France, aujourd'hui, je les ai écoutés et je leur ai dit, si vous voulez, moi je peux essayer de déployer le programme de certification Travel Life pour les tours opérateurs en France, parce que je pense que cet outil, il est bon. Il a été développé en Hollande et petit à petit, ils ont répondu à des programmes européens pour permettre de le déployer dans d'autres pays. Et tous les 2 ans, eh ben, ils vont le déployer dans des nouveaux pays. Aujourd'hui, c'est le 3e programme européen où cette fois-ci, le programme Travel Life pour les tours opérateurs, il est diffusé en France, en Bulgarie et en Turquie. D'accord. Et nous, on est financé, ID Tourisme, on est financé par l'Union européenne pour venir déployer, prêcher la bonne parole, accompagner les tours opérateurs pendant 2 ans afin de mettre en place le programme en France. Ça veut dire qu'en plus, sur ces 2 ans, ça veut dire 2014-2015, les tours opérateurs et les agences de voyage, ils ont juste à nous appeler, à nous dire « Oui, on est intéressé, est-ce que vous pouvez venir pour nous montrer comment ça marche ?» Et on vient, il n'y a rien à payer, c'est l'Europe qui nous finance. C'est-à-dire que tous les outils sont comme... C'est sur un plateau, quoi. C'est sur un plateau. On vous permet de venir, de vous expliquer le programme, et derrière, on vous permet de vous montrer le cadre et vous accompagner pour définir, en fait, déjà, vous accompagner pour vous dire, vous en êtes où aujourd'hui sur ces enjeux du développement durable. Travel Life, c'est 233 critères sur 10 thématiques. Ça va au siège social, mon engagement environnemental, c'est quoi? Mon engagement envers les salariés, c'est quoi? Jusqu'à les moyens de transport que je vais utiliser sur mes séjours, mes relations avec les hôteliers et les hébergeurs dans le monde entier, mes produits, ma production, mes excursions, mon lien avec les consommateurs. Donc c'est vraiment, ça brasse très large. C'est au-delà du produit. Hein. Ah, c'est complètement au-delà. Le produit, au final, les excursions, les hôtels, le transport, ça va être 5 champs sur 10. Ah oui, en effet. Le reste, on est beaucoup sur du travail aussi interne, parce qu'on l'a vu avec ces chiffres, l'impact, il est aussi très fort sur l'environnement, sur le social. Et derrière, l'outil Travel Life, c'est un outil en ligne de pilotage et de reporting. Ça veut dire que l'outil va vous permettre de prioriser les actions et de vraiment piloter cette stratégie au jour le jour. Et c'est comme ça, après, qu'on arrive à 3 paliers. Le premier, c'est Travel Life engagé. Je m'engage dans la démarche, je m'inscris, j'ai un coordinateur qui s'occupe de ces questions en interne. Donc ça montre aussi la nécessité au niveau de la direction de dire je me mouille, je mets les ressources en place pour atteindre ces objectifs. Donc j'ai une personne qui s'occupe de ces questions au quotidien. Derrière, le deuxième niveau, c'est Travel Life Partner. Donc là, il faut arriver à 50% des critères et ça montre déjà qu'on est à un bon niveau. Là, c'est le niveau qu'a atteint Transat France et c'est le premier tour opérateur en France à avoir atteint ce niveau-là. Ah, d'accord. Et dernier niveau, c'est Travel Life certifié, où là, il y a un organisme indépendant qui va venir auditer pour vérifier si les 159 critères obligatoires, ils sont respectés ou pas sur les 233. D'accord. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, Transat France va travailler pour atteindre en fait le niveau certifié. Et dans le monde aujourd'hui, vous avez des grands tours opérateurs qui sont certifiés. Vous avez par exemple TUI aux Pays-Bas qui sont certifiés. Ils sont le 3e niveau. Ça montre aussi bien qu'il y a des grands groupes qui ont cette capacité dans d'autres pays à l'atteindre. C'est-à-dire que TUI France pourrait très bien s'engager aujourd'hui sur cet engagement. Et on a des tours opérateurs plus petits comme SNP, pareil aux Pays-Bas, où c'est un tour opérateur d'aventure. Et ils sont aujourd'hui engagés dans cette démarche sur le 3e niveau. Et ce qui est intéressant aussi avec ce programme, c'est qu'il y a des formations régulières qui sont organisées dans les pays réceptifs pour aller former les réceptifs sur ces enjeux. Par exemple, le week-end prochain, il y a des formations en Asie centrale, au Kirghizistan et au Tadjikistan. Je crois le mois prochain, il y a des formations pour les réceptifs dans toute l'Amérique centrale, dans toute l'Amérique latine. Donc derrière, il y a un engagement au niveau mondial pour aller aussi accompagner et former les réceptifs qui sont partenaires des tours opérateurs qui sont engagés dans la démarche. Donc il y a vraiment un intérêt et le CETO est partenaire de ce programme européen qui s'appelle SUSTOUR, qui est Sustainable Tourism, qui est le nom du programme européen sur lequel
On a participé. Alors Guillaume, on ne va pas se mentir, mais combien de tours opérateurs essayent au moins d'atteindre le premier niveau aujourd'hui en France? Aujourd'hui, j'ai une petite dizaine de tours opérateurs qui sont venus pour essayer d'aller déjà sur le niveau Travel Life engagé. Oui. Et le seul tour opérateur aujourd'hui en France qui est sur le niveau partenaire, c'est Transat. C'est Transat. Vous êtes le seul. Serge, alors justement, cette démarche, vous l'avez engagée depuis combien de temps? Cette démarche de certification Travel Life? Alors en fait, on a été, Dolores, si je me trompe, tu me dis, mais je crois qu'on a été Travel Life engagé en début d'année 2012, hein, c'est ça, ou 2013. On a constaté qu'effectivement, en regardant de près les comportements déjà existants dans l'entreprise, puisqu'il y avait une prise de conscience en 2008, hein, je vous ai dit 2008, la prise de conscience tourisme durable chez Transat, portée au plus haut niveau. Et je dirais que la reconnaissance positive, c'est qu'on a été capable de démontrer en juillet 2014 que nous avions atteint 50% des critères obligatoires pour passer de Travel Life engagé à Travel Life partenaire. Donc ça, c'est aussi des éléments concrets qui, comment dirais-je, sont des éléments de cohésion et de partage de cette ambition auprès de l'ensemble des collaborateurs, puisqu'on a une reconnaissance tangible, comment dirais-je, concrète, qui montre aux collaborateurs que ce sont des éléments de tous les jours qui font qu'on peut avoir ce statut. Donc on va poursuivre. On a l'ambition d'être Travel Life certifié en 2016. Patrice vient de l'annoncer à la conférence de presse. Oui. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, bien souvent, les filiales sont mobiles, agiles. Et donc, le Canada a décidé de s'engager dans la démarche Travel Life aussi. Ça date de la semaine dernière. Donc, on voit comment, quand une filiale sur un domaine bien particulier est active, ça peut entraîner l'ensemble d'un grand groupe au niveau mondial comme Transat. Et donc aujourd'hui, on est dans cette démarche. On a l'ambition d'être le premier voyagiste certifié Travel Life en France à l'horizon de 2 ans, en assumant toutes les conséquences possibles. C'est-à-dire qu'on est tour opérateur et distributeur, donc on a des réceptifs, on a des hôteliers, on travaille avec des partenaires dans tous les domaines de l'activité, donc on est prêt à aller jusqu'à, s'il le faut, ne plus travailler avec un partenaire réceptif qui ne correspondrait pas aux exigences que demande Travel Life. Oui. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir des hôtels Lukea, par exemple, qui de leur propre côté, on sent déjà Travel Life catégorie hôtel. Et ce qui est intéressant dans la démarche Travel Life, telle que je la ressens en tout cas, c'est qu'elle est globalisante. Oui. C'est-à-dire qu'elle permet de prendre en compte des initiatives déjà existantes sur le terrain et elle les agrège en fait. Donc il y a un côté qui n'est pas excluant, donc il y a un côté qui va plutôt être de reconnaître les différentes initiatives et qui globalise une sorte de certification qui vient par-dessus et qui permet de capitaliser sur les démarches de chacun, que ce soit dans l'hôtellerie, dans le réceptif ou dans le transport par exemple. Et donc aujourd'hui, mais encore une fois, on va tenir le cap, on a une reconnaissance, parce que ça fait partie de l'ADN et de la vision de Transat. Pourquoi? Parce que c'est créateur de valeur. Ça donne du sens au métier qu'on fait. C'est le métier qu'on a, on fait rencontrer les gens, on fait partager les cultures. Et donc, on a aussi la volonté. Il n'y a pas de tourisme sans tourisme pérenne, quoi. Il n'y a pas de. Donc, je crois qu'on est un des acteurs du développement harmonieux des populations vers lesquelles on envoie nos clients. Et je crois de prendre conscience qu'on est aussi acteur dans un environnement où la croissance est compliquée, où on doit créer du sens, créer de la valeur pour nos clients, pour nos partenaires, pour les populations dans lesquelles on fait voyager nos clients est important. Et la certification est certainement un passage obligé, au moins à 2 titres. D'abord, ça donne un cadre pour les collaborateurs avec des caps et des étapes à passer. On y est ou on n'y est pas. Il y a des points d'étape et on franchit petit à petit. Et ensuite, ça a aussi le mérite pour l'externe, si je puis dire, pour nos partenaires, de reconnaissance et de célébration de l'effort que fait l'entreprise par une notion de certification qui, bien souvent, est nécessaire pour être reconnu dans le monde de l'entreprise. Alors Serge, à travers votre exemple, j'aimerais comprendre en fait les freins à cette démarche, hein, puisque Guillaume nous dit, voilà, c'est quand même difficile de convaincre les opérateurs en France. Vous qui êtes engagé dans cette démarche, quelles sont aujourd'hui les difficultés? C'est quoi? C'est en termes
d'investissement, c'est en termes d'implication des collaborateurs et des services. Quels sont les obstacles à ce type de Ça va être des choses très concrètes. Donc, dans mes activités chez Transat, le marketing est large. Je m'occupe aussi des clubs Lukea. Oui. Et donc, on discutait avec Dolores, et pas plus tard qu'il y a 2 jours, elle me dit, Serge, c'est bien parce que tu t'occupes des clubs Lukea, il va falloir qu'on passe les clubs Lukea au crible de Travel Life. Je lui dis, mais tu veux me dire quoi par là? Parce que c'est quand même la... Elle me dit, oui, mais est-ce que les activités, est-ce que le matériel qu'on propose à nos clients, qu'on achète pour faire des animations, sont bien dans la cohérence d'une démarche d'achat responsable Travel Life? Je lui dis, écoute, je ne sais pas, mais ce n'est pas gagné, parce que si les clients veulent faire du paddle, si tu me dis que... Bon, donc c'est des choses très concrètes. On parle de carnet de voyage. Donc chez Vacances Transat, on donne des sacs de voyage, on donne des guides de voyage. Alors est-ce que c'est... on va souvent essayer d'avoir une optimisation du coût. Dolores me dit, non, le sac, il faut qu'il soit fabriqué avec une matière renouvelable, ou en tout cas que le fournisseur qui nous les fabrique soit lui-même engagé dans une démarche de tourisme responsable. Et pas par des enfants, etc. etc. Donc, c'est des choses tout à fait tangibles qui viennent impacter le quotidien des collaborateurs qui, notamment dans leur politique d'achat, vont devoir prendre en compte dans le choix de leurs fournisseurs des éléments de ce type. Et c'est là où ça peut être compliqué. On l'a vu sur les brochures, Richard en parlait, on est tous avec aujourd'hui une conscience, parce que là, l'économique reçoit l'écologique, on fait sur du papier recyclé, on essaye d'avoir une optimisation de distribution plutôt que de les mettre au pilon, et là, on voit bien que la réduction des coûts est vertueuse aussi. Donc, le quotidien, c'est ce genre d'éléments tangibles, concrets, qui va venir impacter chacun d'entre nous dans la manière de construire nos métiers, de monter nos offres et de choisir nos partenaires. Est-ce que ça veut dire qu'au quotidien, le risque est de gonfler la facture de vos achats? Non, je dirais que ça nous oblige à nous remettre en question et de reposer les problématiques, le carnet de voyage. Peut-être qu'on ne va pas avoir les moyens d'offrir 150 000 sacs de voyage avec des matières renouvelables. Mais peut-être qu'on va déplacer le problème. Peut-être que ce n'est plus des sacs de voyage qu'on va offrir. On va se reposer la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments du carnet de voyage qui peuvent être bénéfiques pour le consommateur et qui, eux, peuvent correspondre à une démarche Travel Life. Donc ça nous oblige à nous remettre en question. À ce sujet, je crois que la certification, elle n'est pas acquise pour une bonne fois pour toutes. Hein, c'est itinérant, donc il faut qu'on prouve au fil de l'eau qu'on maintient les critères. Donc ça nous oblige à nous poser des questions qu'on ne se pose plus, effectivement, parce que, encore une fois, l'ambition de Transat est d'être le premier voyagiste qui, dans sa vision, est une entreprise responsable. Ce qui n'empêche pas que pour vivre, il faut qu'elle soit profitable. Et donc, il faut qu'on conjugue la profitabilité et la conscience d'une entreprise citoyenne envers ses clients, ses collaborateurs, ses partenaires en France comme à l'étranger, pour qu'on puisse se développer dans le temps et dans la durée. Alors Guillaume, on a un exemple remarquable avec le groupe Transat France. Est-ce que, alors malgré tout, on sait que Transat, c'est l'un des leaders mondiaux du tourisme dans le monde, c'est une grande société. Est-ce que ça signifie que Travel Life est quand même davantage adapté à des grandes entreprises plutôt qu'à des petites structures? Ou est-ce que Travel Life peut aussi être tout à fait adopté par les petites structures dont Richard disait évidemment qu'elles sont la majorité, hein, notamment au sein des agences de voyage? Les critères en fait, de Travel Life sont adaptables à l'ensemble des tours opérateurs ou des agences de voyage. Oui. Parce qu'en fait, les critères ne sont pas formels sur voilà ce qu'il faut atteindre. C'est plus posez-vous cette bonne question par rapport à ce critère-là et par rapport à votre entreprise. Et il y a des choses qui vont être exclues après parce que, par exemple, les excursions avec des animaux, ce n'est pas adaptable à tous les tours opérateurs et toutes les agences. La difficulté qu'on va avoir par rapport à une petite structure, c'est cette capacité à dégager un peu de temps pour pouvoir justement essayer de voir si elle est bien en conformité avec les différents critères et après de prendre ce recul pour se dire voilà la stratégie que je vais mettre en place pour intégrer le développement durable. Il y a souvent des choses qui sont déjà faites, mais c'est simplement de les formaliser. Bien formaliser les contrats, les critères des contrats avec les partenaires dans les pays, etc. C'est de formaliser les choses. Mais en fait, c'est un outil d'appui justement pour
prendre ce recul-là et de voir en fait tous les bienfaits qu'il y a à prendre ce recul-là. Mais c'est clair que sur le moment, quand c'est une petite structure avec 2, 3, 4, 5, 6, 10 collaborateurs, prendre ce recul-là et prendre ce temps-là, il n'est pas évident. Oui. Mais nous, on vous assure, avec les chiffres qu'on peut voir à la fois sur les petits TO ou les grands, il y a un vrai retour sur investissement temps en fait, par rapport à cette prise de recul sur un outil comme Travel Life. Alors Richard, là, j'ai l'impression, moi, Guillaume vous tend une perche. Pourquoi le SNAV n'est-il pas engagé dans une démarche Travel Life comme le fait le CETO ? Parce que nous sommes dans un temps de mutation. Nous avons concédé au CETO, parce que l'initiative est venue en priorité sur les producteurs, pour ce qu'on vient d'expliquer, et que maintenant, nous avons laissé plutôt l'initiative au CETO de continuer cette action sur les producteurs, et que nous devons, bien entendu, maintenant intégrer la réflexion sur les distributeurs. C'est des choses qui vont être ouvertes dans les mois qui viennent avec la nouvelle gouvernance. On ne peut pas passer à côté. Vous allez clairement engager des discussions avec Guillaume sur Travel Life ? On va engager, on va s'inspirer et on va préconiser. Dans cette phase d'évangélisation du marché ou de nos adhérents, il faut commencer par une certaine pédagogie. Donc cette pédagogie, il ne faut pas qu'elle soit chronophage parce qu'on sait qu'on aura véritablement peu d'adhésion. Je rappelle, TPE, 2,5 ou 3 postes de travail par entreprise. Donc il faut que ça soit un état d'esprit. Je note quand même que ces bonnes pratiques sont venues de l'Ouest quand même, de sensibilité anglo-saxonne, des gens qui ont un pragmatisme et qui raisonnent un peu différemment que les latins et qui ont beaucoup avancé et qui ont été facilités à l'intérieur de leur propre groupe ou leurs entreprises pour le mettre en place. Mais je voudrais rajouter quelque chose. En définitive, tout ce que nous faisons là et que nous développons comme initiative, c'est souhaitable, c'est louable, c'est éthique, c'est propre, c'est bien. Mais le tourisme en lui-même, et dans la plupart des cas, est un vecteur polluant qui joue sur la différence des économies. Nous, les nantis, nous allons dans des pays en voie de développement. Nous apportons notre richesse qui est mal répartie, mal distribuée, mal récupérée. Une vraie mission que je trouve aux institutionnels, dans le cadre pédagogique, c'est de prendre rapidement contact avec nos homologues de ces pays, sans faire offense à n'importe quel pays, que ce soit le Maroc, que ce soit la Tunisie, que ce soit la Turquie, de parler avec les syndicats, avec les représentations et les organisations professionnelles en disant « Est-ce que vous ne pouvez pas, avec nous, avec notre concours, avec nos sensibilités, avec notre aide, avec notre temps, approcher les instances de l'éducation nationale, pour qu'on recommence au début, c'est-à-dire aller porter la bonne parole sur le comportement. Le tourisme ne doit plus être une vache à lait. On ne doit pas voir arriver quelqu'un dans un pays en disant je vais le traire jusqu'à le sécher et il va repartir chez lui et je ferai des courbettes. Donc cette espèce de velléité ne doit plus exister si on veut avoir de l'équitable, du durable. Donc il faut que nous, en tant que nation riche et nantie, on puisse prendre une initiative du type de ce qu'a pris Douste Blazy dans un autre domaine qui est Travel Aid, en disant on veut vous aider à conscientiser vos populations, puisque le tourisme est une activité déterminante, économiquement essentielle, pour que l'attitude de vos populations soit juste. Puisque vous nous demandez d'être équitable, il faut que vous soyez de votre côté normaux. Voilà. Et ça, je pense que c'est un rôle qui nous est dévolu à nous, les institutionnels, et laisser ensuite à ceux qui ont la passion de ce sacerdoce et de cette mission, parce que c'est nouveau, mais c'est en train d'irradier l'ensemble de nos marchés, de l'aboutir. Ils ont le concours financier de l'Europe, c'est ce qu'on peut souhaiter, parce que c'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Nous sommes devant avec d'autres moyens pour faciliter tout ça. Oui, et encore une fois, c'est des résultats sonnants et trébuchants. C'est quand même bien ce qu'on a vu pendant ces 3 quarts d'heure. Guillaume. Oui, et simplement pour finir sur ces questions-là, nous, les 30 et 31 octobre à Paris, pour qu'on soit vraiment très concret, on organise à Paris une formation justement sur ces enjeux, sur les outils Travel Life. C'est gratuit, c'est payé par l'Europe. Donc je vous invite à se rapprocher de nous. Benjamin qui est là, il peut vous donner une invitation. Benjamin, c'est celui qui lève le bras. Il pourra vous donner une invitation et une présentation justement de Travel Life. Donc si vous êtes intéressé, voilà, 30 et 31 octobre à Paris, pendant 2 jours à apprendre aussi avec des
des commentaires et des présentations aussi des voyagistes français qui ont des bonnes pratiques et qui vous viendront les présenter. Bon, 30 et 31, on retient. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Alors là, il y a 2, on y va, ça marche, 3 ici, allez-y. Merci. Alors tout près, le micro. Oui, bonjour, voilà. Philippe Marais. Je souhaitais rebondir un petit peu sur la dernière intervention de M. Soubiel, qui a argumenté la nécessité de demander aux pays hôtes de faire preuve d'éducation auprès de ces différents acteurs. Mais il me semble que nous avons encore beaucoup à travailler en interne, je dirais, à notre destination. Et je résumerai avec la petite formule habituelle de dire qu'il faut peut-être commencer par balayer devant sa porte avant d'aller porter un message à nos confrères et partenaires à l'étranger. Parce que je pense qu'on a encore beaucoup à travailler en interne en France sur les problématiques de développement durable dans ces différentes composantes. Donc je ne vous cacherai pas que j'ai été un petit peu choqué par votre intervention. Alors Richard, est-ce que vous avez bien entendu la question? Mal, mais j'ai compris le fond. Le fond, bon, hein, c'est de dire en effet, au lieu d'aller voir... On va pas polémiquer là-dessus. C'est vrai que lorsqu'on parle de tourisme, on parle souvent d'export. C'est vrai que dans le tourisme en France, la composante import est importante et nul n'est à l'abri, effectivement, de tout ça. Si en France, il faut reprendre les choses, reprenons-les aussi. S'il faut se porter au niveau de l'éducation nationale pour essayer d'avoir une action sur les scolaires et commencer de leur expliquer ce que c'est que le tourisme, l'accueil, les bonnes pratiques en France, je ne suis pas opposé. C'est pas mon exemple, mon propos voulait illustrer un exemple. C'est vrai qu'il y a un peu moins de difficultés en accueillant un Américain en France ou un Britannique en France ou un Allemand en France, mais si au bout du bout les choses ne sont pas correctes, alors commençons par chez nous, je suis d'accord, balayons devant notre porte. Donnez-nous le balai. Alors, une question ou un commentaire ici? Oui, n'hésitez pas à mettre le micro sur le menton. Ah, carrément. Puis, voilà, carrément. Bonjour, je passe un bonjour à... Attendez, monsieur, excusez-moi, on va demander aux techniciens de lever le son parce que si la régie pouvait augmenter le son du micro HF, là, ce serait sympa. C'est vrai que c'est pas très audible, je pense, pour nos intervenants. Je te salue, cher Soubiel. Je te laisse le temps après de me reconnaître. Ma question, elle est à monsieur Guillaume. Je suis un hôtelier marocain qui vient de recevoir un représentant de Travel Life la semaine dernière. Apparemment, il y a disons un programme qui est fait pour les hôteliers marocains. Mais j'ai cru comprendre que pour avoir ce label Travel Life, il faut avoir 100% de réponses positives. Je pense que vous allez me porter plus de précision là-dessus. Deuxièmement, le questionnaire il est en anglais. Je pense qu'il voudrait faire quand même un effort pour les Marocains pour qu'ils fassent un questionnaire en français. Et ma troisième question, c'est que quand on veut présenter un label comme Travel Life, qu'est-ce qu'il peut apporter? Vous savez qu'il y a quand même à chaque fois qu'on veut faire ou améliorer quelque chose, les gens demandent qu'est-ce qu'on va y gagner dessus. Sachant que moi-même, en tant qu'hôtelier marocain, j'ai entamé disons, j'ai commencé à faire une certification de CERT Hôtel, qui est une certification européenne, et Ecolabel. Qu'est-ce qu'on peut faire comme comparaison et comme différence entre ces trois labels? Merci. Alors Guillaume, est-ce que tu as saisi l'ensemble Il y a beaucoup de questions. 1, le 100% de réponses exigées. 2, Richard, en tant que technicien, c'est la première fois que je voyais ça. 100% de réponses exigées. 2, questionnaire en anglais, c'est un peu problématique. Et puis 3, finalement, qu'est-ce que ça m'apporte? Vraiment, qu'est-ce que ça apporte au quotidien pour les clients? Vas-y. Je vais pas pouvoir répondre à tout parce que je représente Travel Life pour les TO et non pour les hôtels. Après, oui. je connais un peu parce que forcément on est liés et on se rencontre. Mais clairement, je vais surtout répondre sur la dernière question. Après, bien sûr que c'est un outil qui est mené par les Anglais. Et il y a cette problématique qu'il faut aller vers du francophone. Et ça, ils ont la même problématique pour venir en France. Même sur Travel Life, tour opérateur en France, heureusement qu'ils m'ont en France pour parler en français, parce que sinon ils viendraient faire des formations en anglais. Ce qui, on le sait, pour les acteurs membres du SNAV ou du CETO, serait quand même un peu une catastrophe de faire des formations en 2 jours là-dessus. Sur l'apport pour un hôtel,
ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit avec des tour opérateurs comme Transat et comme d'autres au niveau européen. Eux, ils vont mettre en avant aujourd'hui des établissements qui sont labellisés Travel Life Hotel. Ça veut dire que ceux qui ne le sont pas, eh bien derrière, ils ne vont pas les prendre. Et si derrière, Travel Life continue à se développer comme ça se développe aujourd'hui en Europe, si demain la majorité des tour opérateurs européens sont certifiés Travel Life, ils vont devoir tendre vers des hôteliers qui sont certifiés Travel Life Hotel. Et ça veut dire que vous avez tout intérêt pour rentrer justement dans la distribution et dans la production de certains voyages. Vous avez tout intérêt là-dedans. Après, en termes de clients individuels, c'est clair que le label n'est pas aujourd'hui encore un critère prioritaire de choix pour les clientèles françaises. Pour les clientèles hollandaises, allemandes et nordiques, on est le critère de développement durable, donc un label Travel Life Hotel, est dans les 3 premiers critères de choix d'un établissement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas en France. Alors ici, il y avait une 3e question ou un 3e commentaire. À vous. Bonjour. Julien Buot, je suis directeur de ATR, Agir pour un tourisme responsable. Guillaume Cromer y a fait allusion en introduction. Donc je tenais à souligner cette expérience puisqu'ATR fête cette année ses 10 ans. On fête aussi notre 100e audit. Donc on a une dizaine d'opérateurs issus historiquement du tourisme d'aventure qui sont engagés depuis 10 ans dans le tourisme responsable, qui ont une expérience à partager aujourd'hui. On a signalé un certain nombre de messages. On est membre aussi du CETO avec qui on travaille depuis 2007 sur un référentiel adapté au Théo Mainstream. On a rencontré le SNAV et puis on souhaite évidemment s'associer à l'initiative Travel Life qui nous paraît en effet très pragmatique. Alors certes issu du monde anglo-saxon, nous ATR on a été construit ici en France à partir d'opérateurs latins. Donc je souhaitais aussi de signaler cette expérience et l'importance aujourd'hui de se fédérer derrière les initiatives qui vous sont proposées, vous les professionnels, puisque l'enjeu aujourd'hui c'est pas de dire qui est blanc ou noir, mais travailler un petit peu la zone grise et accompagner les opérateurs pour qu'ils s'engagent à intégrer petit à petit les enjeux et les problématiques du tourisme responsable. Oui, tout à fait. Un autre commentaire ici. Bonjour, Constance Ken-Dubler, donc de l'ESCAET. Je me permets Alors, juste... tout près du menton, Constance. Voilà. D'accord, ça marche. Juste pour compléter ce qui a été dit lors des interventions et lors de la conférence au niveau de l'éducation, justement, nous, on intègre à l'ESCAET la Travel Life depuis cette année, justement, au niveau des programmes, sachant que c'est des problématiques qu'on traite quand même depuis un certain nombre d'années. Et en effet, c'est sûr que côté éducation, il y a beaucoup de choses à faire. C'est des choses qui peuvent paraître contraignantes, mais qui finalement, comme ça a été souligné, relèvent de la logique toute simple. Et en intégrant Travel Life et aussi en complétant par un cursus au niveau de l'intégration de ces problématiques dans les achats, dans la production, qu'on soit dans le voyage de loisirs et dans le voyage d'affaires, c'est vrai qu'on peut essayer de faire avancer les choses, même si, encore une fois, ce n'est pas évident. Parce qu'on va se heurter, c'est vrai, à un creux côté industrie, parce qu'en effet, comme ça a été très bien souligné, il y a très peu de choses qui ont été mises en place, comme ça a pu être fait, par exemple, du côté de Transat. Mais les choses peuvent avancer. C'est vrai que pour être optimiste, côté formation, on peut le faire de façon simple, sans forcément rentrer dans des choses très contraignantes, comme ça peut paraître au premier abord quand on parle de développement durable. Voilà, on compte en effet sur l'ESCAET pour intégrer ce genre de choses, évidemment, dans la formation. Monsieur, vous aviez un commentaire ou une question? Donc Patrick Simon, je suis opérateur économique au Maroc, mais je m'occupe également, disons, de la Confédération nationale du tourisme au Maroc. Donc moi, la question, si vous voulez, serait le fait de positionner la multiplicité, disons, des labellisations et, disons, des résultats. Donc le Maroc a fait un choix à travers la fédération et la Fondation Mohamed VI, disons, d'une labellisation qui est la clé verte. Je dirais qu'actuellement, comment faire dans la mesure où il y a cette approche, le tourisme étant quand même l'échange avec l'autre, pays avec un autre également, de considérer, si vous voulez, les différentes échelles de valeur, sachant que les labellisations ont parfois quelques critères de différence, etc. Mais je reviens à ce que disait Serge tout à l'heure. Est-ce que réellement, disons, dans la mesure on n'est pas travaillé là, on va faire réellement des choix de communication ou de communication ou de commercialisation sur des établissements qui ne sont que Travel Life et, disons, oublier les autres formes de labellisation. Je pense qu'il faudrait arriver quand même à unifier un petit peu ces unités et au niveau des associations professionnelles,
considérer quand même des notions d'équivalence de pays à pays pour pouvoir avancer. Le but étant de défendre le durable de manière générale. Guillaume ? Le critère sur Travel Life pour les tours opérateurs, le critère par rapport au choix des établissements hôteliers, il dit clairement il faut qu'il y ait un maximum d'hôtels qui soient certifiés, soit Travel Life, soit sur un des labels qui est reconnu par les critères mondiaux du tourisme durable. Donc derrière, on a aujourd'hui cette accréditation mondiale qui s'appelle les critères mondiaux du tourisme durable, à la fois sur les hébergeurs, donc sur les hôteliers et sur les destinations. Sur les hôteliers, il suffit d'aller sur le site pour regarder lesquels sont reconnus par le GSTC, par le Global Sustainable Tourism Criteria. Et derrière, nous, notre critère sur Travel Life Théo, il est sur ça. Donc, ce n'est pas uniquement Clé Verte ou Travel Life, c'est l'ensemble des labels qui sont reconnus par le niveau mondial. Bon, écoutez, on arrive au terme de cette conférence. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour ce moment, comme dirait Valérité. Moi, j'ai entendu parler en tout cas de choses intéressantes. Une dizaine de tours opérateurs qui sont engagés dans cette certification Travel Life. Un tour opérateur Transat France qui donne des chiffres sonnants et trébuchants sur les économies qu'il génère grâce au développement durable, et puis évidemment le SNAF qui nous promet qu'il va s'impliquer dans ces démarches-là. Encore merci à vous sur vos applaudissements. Merci à vous. On se donne rendez-vous dans 10 minutes pour la suite de notre forum consacré au tourisme spatial. Restez nombreux. Merci et à tout de suite.